La psychiatrie laissée pour compte ces 10 dernières années devrait bénéficier d'un plan pour la santé mentale avec 2500 postes créés d'ici 2008. Philippe Douste-Blazy annonce 1 milliard d'euros avec de nouvelles unités hospitalières et davantage de lits pour sortir de la crise. La CGT dans tous ses états contre l'avis de Bernard Thibault et de ses dirigeants, c'est le non à la Constitution européenne qui l'emporte. Une crise ouverte avec un échec personnel pour le patron de la CGT et des conséquences politiques à prévoir. En Irak, l'enlèvement d'une journaliste italienne à Bagdad, un mois après la disparition de notre consoeur de Libération. Giuliana Asgrena travaille pour un quotidien de gauche. Elle avait déjà fait plusieurs séjours en Irak. Au chevet de la forêt, le sommet des chefs d'État africains en présence de Jacques Chirac. Après l'Amazonie, c'est le deuxième bloc forestier mondial qui est menacé. Et puis il y a 30 ans, la mort Kalsoum plongeait ses milliers d'admirateurs dans le désespoir. Après des obsèques nationales au Caire, elle reste la plus grande voix du monde arabe. Le culte est toujours vivant. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour peser sur le gouvernement, les chercheurs redescendent dans la rue. Une mobilisation en demi-teinte, manifestation en province et à Paris, où ils étaient entre 2 à 3 000 pour réclamer que les promesses soient tenues. Un brouillon du projet de loi en cours d'écriture provoque leur colère. C'est la recherche fondamentale qui est principalement visée. Nicolas Châteauneuf, Yann Moine, Jacques Gérard. C'est peut-être un premier signe de rechute. On disait la recherche malade, 1 an après leur grande manifestation, les chercheurs sont de nouveau dans la rue. Leur but, forcer le gouvernement à revoir sa copie même si les négociations continuent. Parmi les manifestants, Anke Lindner, une jeune chercheuse allemande. D'habitude, elle travaille ici à Paris dans un laboratoire étudiant la physique des matériaux. Le créneau d'Anke, ce sont les propriétés des matières collantes, ici du simple gel pour cheveux. C'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. Anke cherche plus à expliquer des phénomènes physiques qu'à déboucher rapidement sur des brevets industriels. Une démarche menacée, selon elle, par le projet du gouvernement. Vous voyez bien, il n'y a personne qui utilise du gel coiffant pour de la colle. Mais à long terme, à mon avis, ce sera très utile de comprendre vraiment les mécanismes de base qui pourront aider à faire aussi la construction des adhésifs industriels plus performants que maintenant. Mais c'est des choses qui vont se passer à une échelle de temps un peu plus longue. Juste à côté, on étudie la mécanique des grains sur une machine qui simule des avalanches. C'est aussi de la recherche fondamentale. La même recherche fondamentale qui a permis un jour de découvrir l'électricité ou la pénicilline. Alors quand on leur dit qu'ils ne sont pas rentables, les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord. On a une utilité même économique, mais qui ne se réduit pas à une utilité à court terme, qui est sur le long terme, qui est hasardeuse. Tous les projets ne débouchent pas sur quelque chose qui va servir au sens commun, mais peut-être 1 sur 10, 1 sur 100, donc c'est une rentabilité collective à long terme. Privilégier une recherche appliquée rentable rapidement, pas question pour les chercheurs. Pour eux, le gouvernement voit à court terme, et si celui-ci persiste, ils promettent de rentrer en ébullition. C'est un virage à 180 degrés que le ministère de la Santé vient de prendre. Après 10 ans d'abandon, la psychiatrie, parent pauvre de la politique hospitalière, devrait être dotée d'1 milliard d'euros sur 5 ans. C'est ce que propose du moins Philippe Douste-Blazy. Sortir au plus vite de la crise avec ce plan que réclame l'ensemble du personnel de ce secteur où l'on manque de lits, d'effectifs et de structures adaptées. Le détail, Sophie Rodier. Manque d'infirmiers et de psychiatres, 2 fois moins de lits qu'il y a 10 ans, la psychiatrie est en crise. Et pourtant, le nombre de patients ne cesse d'augmenter. 1,5 million de personnes en ce moment. Pour le ministre de la Santé, il faut geler la fermeture des lits. Il y a quand même pas mal de médecins psychiatriques qui me disent on fait partir des malades parfois un peu trop tôt. Ou parfois je n'arrive pas à recevoir un malade parce que les lits sont pleins. Donc il y aura des endroits où il faudra créer quelques lits. Qui dit création de lits, dit création de postes. 2500 sont prévus, infirmiers, médecins et personnel non médical. Développer des solutions autres que l'hospitalisation, comme les appartements thérapeutiques ou les maisons d'accueil spécialisées. Enfin, le plan prévoit l'amélioration de la prise en charge de la dépression. Les enfants à risque seront repérés dans les établissements scolaires pour prévenir les tentatives de suicide. Chaque année, en France, 600 jeunes entre 15 et 19 ans mettent fin à leur jour. Ce plan prévu sur 5 ans sera soumis aux syndicats. Dans l'urgence, 200 000 € devraient être débloqués cette année.
Quelques semaines après le drame de Pau et l'arrestation cette semaine d'un coupable présumé, l'émotion est toujours vive dans les unités psychiatriques. À l'exemple de cet établissement près de Lyon où s'est déroulé le meurtre d'un infirmier il y a 4 ans. Nuit ordinaire dans un service d'urgence d'un centre hospitalier psychiatrique. Reportage Laurence Deleur, Catherine Juste. 21h30, l'heure de la relève des équipes aux urgences psychiatriques de l'hôpital Vinati de Lyon. Céline, Martine, Annick et Annabelle prennent leur service. Avant de partir, l'équipe de jour leur résume la situation de chaque patient. Et elle a essayé de sortir de la chambre en force, donc j'ai bloqué la porte, et après il a fallu la contenir, physiquement parlant, et elle s'est déchaînée. Rapidement, un premier malade se présente de son plein gré, un habitué. L'interne de garde le reçoit en entretien avec une infirmière. L'homme, d'apparence calme, les provoque pourtant. Moi, je peux faire des expériences sur vous et je vous le dis franchement. Dans cette pièce, un bureau fixé au sol et une alarme à portée de main. Il y a 4 ans, dans cet hôpital, un patient a égorgé un infirmier. Depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées et un complément de formation proposé au personnel. La violence est imprévisible. Ce jeune homme, annoncé comme agité et placé en chambre d'isolement, restera finalement très tranquille. Mais déjà, un autre malade en plein délire va arriver. Faute de place en chambre sécurisée, l'équipe aménage en urgence une chambre ordinaire. Le lit n'est pas scellé, il peut se retourner, il peut se passer n'importe quoi. Il y a les prises électriques, il y a l'oxygène dans cette chambre. Enfin, donc ça demande une surveillance plus accrue aussi. Le patient arrive, il tient des propos incohérents. Dans un premier temps, on ne l'attache pas. Mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus nerveux, interpelle le personnel et puis finit par le menacer. On va s'arrêter ici. Céline appelle 3 hommes en renfort. Finalement, ils sont 7 à encadrer le patient. Un soutien dont les infirmières doivent parfois se passer. Il y a de moins en moins d'hommes sur l'hôpital. Et ils sont souvent seuls en service, donc ils ne peuvent pas venir en renfort. 7 h du matin, fin de service. Au total, il a fallu gérer 5 admissions, une nuit ordinaire. Et ceci nous amène à cette journée de prévention du suicide, un fléau qui touche essentiellement les hommes. 3 morts sur 4 concernent la population masculine. Globalement, le nombre de tentatives ne fait qu'augmenter, même si cette année, on enregistre une légère baisse avec quelques 10 000 suicides. L'occasion de souligner la très grande souffrance et culpabilité de ces familles qui n'ont rien vu venir. Il leur faut apprendre à vivre avec. Anne Guéry, Pierre Bande-Joseph. Cela n'amoindrit pas la peine, peut-être même que cela l'intensifie. Qu'importe. Celle-ci, elle avait 18 mois. Chaque jour, ils tentent de retrouver là un peu de leur fille qui s'est suicidée. C'était sa chambre quand elle était petite. Ils l'ont reconstituée à l'identique. Alors là, c'est sa dernière photo qu'elle a passée avec nous, son dernier Noël avant sa mort. On a même gardé des habits pour garder son odeur. Oui, j'ai gardé des vêtements aussi, j'ai des vêtements. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Le suicide de Sandra, ils en ont fait un livre qu'ils s'apprêtent à publier. 30 septembre 2003, leur fille avait 28 ans et c'est sur Internet qu'elle a trouvé le mode d'emploi pour en terminer. Pendant que la police enquête sur ce site à haut risque, eux écrivent pour dire la brutalité que le suicide leur inflige. Une maladie, quand vous avez une maladie, on attend d'aller à son chevet, de parler, elle aurait pu nous dire des paroles pour nous, de sa vie, quoi, de tout ça, puis moi de la supporter jusqu'au bout, de lui faire un bout de chemin jusqu'à la mort, quoi. Mais là, rien. Pour les spécialistes, aujourd'hui, faire de la prévention, c'est aussi s'occuper des proches si vulnérables que certains peuvent à leur tour passer à l'acte. Cette association Vivre son deuil leur propose des groupes de parole et des consultations gratuites avec un psychiatre. Non, j'arrive à être jaloux des autres qui ont gardé leurs enfants. Non, mais c'est plus fort que moi, parce qu'il se passe, il y a une colère là-dedans qui est rentrée. C'est pas juste, c'est pas juste. Alors des fois je suis tout seul, je dis c'est pas juste. Des sentiments comme ça ne sont pas toujours bien reçus par l'entourage. Écoutez, quelqu'un qui est en deuil après suicide, mais en deuil en général, c'est pas chercher à le consoler. Ils sont inconsolable, quelle prétention, puis c'est un chagrin, il faut le vivre. Donc il faut écouter. Écouter sans juger et autant qu'il le faut. Ces associations peuvent accueillir les personnes endeuillées après le suicide d'un proche pendant plusieurs années si nécessaire.
Crise ouverte à la CGT après le rejet de la Constitution européenne à 82% des suffrages. Bernard Thibault est désavoué par le Parlement qui l'avait élu. C'est un échec pour la direction et depuis hier, chacun s'interroge sur la marge de manœuvre dont disposera à l'avenir le patron de la centrale syndicale. Ces directives n'ont pas été suivies. François Bonnelet. Il y a une majorité qui s'est dégagée et même personnellement, j'en suis très satisfait. D'accord. Pas moi. Pas vous? Ah, vous pensez que débat contradictoire. Non, je suis pas tout à fait d'accord, moi, parce que je vois pas au nom de quoi que le CCN, qui représente 15% de nos syndiqués, prend cette position, quoi. Moi, ça me gêne pas. Démocratie ou cacophonie? Depuis que le CCN, le Comité confédéral national, le Parlement de la CGT s'est exprimé contre la Constitution européenne, le débat est vif au sein du premier syndicat français. À la CGT d'EDF à Toulouse, par exemple, le secrétaire général et son adjointe sont en désaccord sur la méthode utilisée pour contrer Bernard Thibault. Lui parle de démocratie bafouée. Notre fédération s'est positionnée déjà sur la Constitution européenne sans avoir devant une appréciation des salariés. Ça, c'est la démocratie. Lui avait une position, son syndicat a décidé d'une autre position, représentée par l'ensemble des fédérations. Il va se plier à la position qui a été prise. Moins de 2 ans après sa réélection à la tête du syndicat, le secrétaire général n'a pas voulu ou pas su contrer les adeptes d'une CGT contestataire et proche du Parti communiste. Alors, au-delà de l'avenir personnel de Bernard Thibault, se pose la question du tournant que va prendre la CGT. Est-ce que ce sera une sortie par le haut, c'est-à-dire débattre et consacrer son indépendance par rapport à toute influence politique d'où qu'elle vienne, une CGT pluraliste, ou bien au contraire, est-ce qu'il n'y aura pas la tentation de se recroqueviller dans des solutions qui sont au fond des solutions d'hier? Seule certitude, la CGT ne sortira pas indemne d'une crise qui fait également d'elle le seul grand syndicat européen à avoir pris position contre le traité constitutionnel. Et les conséquences sont évidemment politiques. Un coup dur pour les partisans du oui, et en particulier les socialistes qui n'avaient pas besoin de l'ouverture d'un nouveau front. En revanche, dans le camp des Fabusiens, c'est une aubaine. Jeff Wittenberg. Bernard Thibault, c'était l'ami avec lequel on aimait s'afficher au Parti socialiste. Il était même l'invité d'honneur du congrès de Dijon il y a 2 ans. Un leader de la CGT d'autant plus apprécié par François Hollande qu'il ne rejetait pas la Constitution européenne. Le désaveu de Bernard Thibault est donc une mauvaise nouvelle pour la direction du PS. Il faut s'expliquer, il faut lire le texte et il faut refuser justement les petites manipulations ou les peurs qu'on utilise ou qu'on instrumentalise. C'est en lisant le texte que les salariés comprendront que ce texte est un bon texte pour eux, comme toutes les organisations syndicales européennes l'ont dit. C'est donc comme s'il fallait recommencer le débat pourtant tranché par les militants socialistes. On croyait la dynamique installée dans le camp du oui, c'est le camp du non qui se réveille. Discrètement avec Laurent Fabius qui s'abstient sur la Constitution européenne comme un tiers des députés PS. Bruyamment avec Jean-Luc Mélenchon, un socialiste qui n'hésite pas à se frotter les mains du choix de la CGT. Ça clarifie le camp du non. La CGT, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à la vie publique, qui se documentent, qui sont plutôt tempérament batailleurs, quoi. Donc ça veut dire que tout cela, ils vont faire campagne. Et au-delà du PS, tous les partisans du non à gauche se sentent dopés. Où je vais dans mes meetings, des syndicalistes prennent la parole pour dire à la fois leur colère, leur lutte, mais aussi pour dire leur opposition à cette Europe libérale. Demain, au nom de la défense des 35 heures, dirigeants politiques de gauche et leaders syndicaux feront cause commune, faisant oublier provisoirement leur division sur l'Europe. Victoire. Et à la veille de la manifestation sur les 35 heures et le pouvoir d'achat, où les lycéens sont invités à rejoindre le cortège, plusieurs centaines d'élèves ont défilé hier pour protester contre le projet de loi Fillon sur l'école. On ignore quelle sera la mobilisation du secondaire demain. Répétition avec Thomas Rambaud et David Possard. Une manifestation en forme de galop d'essai. 500 lycéens dans les rues de Gonesse. Ils étrennent leurs banderoles, rôdent leurs slogans à l'adresse de François Fillon. Son projet de réforme, ils n'en veulent pas. Qu'il change, qu'il arrête ces conneries et qu'il fasse pas cette réforme. Samedi, je serai à la manif parce qu'en fait, je crois que quoi qu'il arrive, il faut toujours se battre pour ce qu'on pense. Et l'éducation, c'est la base même de notre société. Et je crois que la loi de Fillon, ça aidera pas. Ce qu'ils dénoncent, c'est la suppression des travaux personnels encadrés et la menace qui pèse sur certaines options. Mais leur inquiétude majeure concerne la formule du bac, avec notamment l'introduction du contrôle continu. Selon eux, le diplôme perdrait alors sa valeur nationale. Le bac, il va être en contrôle continu pour 6 matières.
Et donc le problème pour moi, ce qu'il faut, c'est qu'il va y avoir un bac parisien et un bac banlieue. Et on a peur que le bac parisien soit plus favorisé que le bac de banlieue. Leurs banderoles voisineront demain avec celles des syndicats qui, eux, appellent à manifester pour défendre les 35 heures et le pouvoir d'achat. A priori, on est loin des préoccupations des lycéens, ce qui fait dire à François Fillon qu'ils sont manipulés. L'ancien maire de Cannes, Michel Mouillot, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour corruption dans une affaire de pot de vin. Dès sa sortie du palais de justice de Nice, il a été incarcéré. Sa peine se confond avec une autre condamnation prononcée il y a un peu plus d'un mois. En Irak, l'enlèvement d'une journaliste italienne, un mois tout juste après la disparition de Florence Aubenas en plein Bagdad et en plein jour. Juliana Sgrena a été sortie de force de sa voiture. Elle travaille pour un quotidien de gauche et avait déjà couvert différents événements en Irak. Christian Autain. Juliana Sgrena revenait de reportage lorsqu'elle a été enlevée devant l'université de Bagdad. Des hommes à bord d'un minibus ont bloqué sa voiture avant de s'emparer de la journaliste et de disparaître. Alors que je sortais de l'université, la voiture des journalistes a heurté mon véhicule. Des hommes en armes ont sorti la femme journaliste de la voiture et ont commencé à tirer avant de s'enfuir avec elle. Envoyée spéciale du quotidien Il Manifesto, Juliana Sgrena était en Irak depuis 3 semaines. Au moment des faits, elle a eu juste le temps d'appeler une collègue italienne présente à Bagdad. Pendant cet appel, je n'ai pas entendu sa voix. J'ai seulement entendu le bruit de la circulation, des coups de feu et aussi des gens qui couraient. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, alors j'ai réessayé d'appeler, jusqu'à ce que je tombe sur le traducteur qui m'a dit que les Américains étaient en train de l'interroger et que Juliana avait été enlevée. Son enlèvement a été confirmé par les autorités italiennes. À Rome, au siège du journal Il Manifesto, c'est la consternation. Juliana Sgrena est une journaliste expérimentée qui s'était rendue à de nombreuses reprises en Irak. Juliana connaît très bien l'Irak. Elle a toujours essayé d'être proche des gens, proche de la société civile. Selon les autorités italiennes, la journaliste a été enlevée par une bande sunnite. Elle préparait un sujet sur les réfugiés de Falloujah, tout comme Florence Aubenas, envoyée spéciale du journal Libération. Cela fait maintenant 30 jours qu'on est sans nouvelles de Florence Aubenas et de son interprète qui ont disparu en Irak le 5 janvier dernier. Les députés français ont lancé un appel en leur faveur. Cet après-midi, ils se disent inquiets et appellent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour les retrouver. C'est confirmé par le Quai d'Orsay. 3 islamistes français ont été capturés en Irak par l'armée américaine. Ils avaient rejoint la guérilla à travers une filière que la justice française vient de démanteler. Gilles Marinet, Christian Leroux. Les 3 jeunes Français auraient été capturés à l'automne dernier lors de l'offensive américaine contre les milliers de djihadistes retranchés dans la ville de Falloujah. 6 mois plus tôt, ils avaient quitté Paris et plus précisément le 19e arrondissement où ils fréquentaient cette mosquée. Recrutés, endoctrinés par un prédicateur en compagnie d'autres jeunes gens, ils sont partis pour la Syrie, d'où ils ont gagné l'Irak. Le même parcours que ces 2 hommes, les frères El Hakim. L'un est mort en Irak, l'autre prisonnier en Syrie. Un billet d'avion, un passeport, l'itinéraire Paris-Damas est facile. Il ne nécessite pas de filière organisée. Les candidats sont d'autant plus difficiles à repérer. Pour les policiers, il est effectivement plus facile de détecter une structure d'approvisionnement en faux papiers, une structure de financement, une structure d'approvisionnement en armes, que des simples jeunes qui ne sont d'ailleurs pour certains pas connus des services de police et qui, à l'aide de leurs économies, vont en Irak faire le djihad. Pas de filière comparable à celle qui alimentait les camps de Ben Laden en Afghanistan, mais des groupes de jeunes gens prêts à combattre. La semaine dernière, à Paris, la justice en a mis 3 en examen. Le gouvernement irakien, lui, veut juger ceux qui sont retenus sur son sol. J'en viens aux propos provocateurs pour le moins de ce général de l'armée américaine en première ligne en Irak. De retour au pays, il tenait une conférence de débat au cours de laquelle il a affirmé, je cite, que c'était drôle de tirer sur les insurgés. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Le général Mattis était venu parler de son expérience en Irak à la tête de la première division de Marines. Si le public voulait du concret, il n'a pas été déçu. C'est sympa de faire la guerre, de tirer sur des gens. Je serai honnête avec vous, moi j'aime la bagarre. En Afghanistan, il y a ces types qui depuis 5 ans battent leurs femmes parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. Ils n'ont aucune virilité de toute façon. C'est un plaisir de les descendre.
Les propos ont le mérite d'être francs, mais ils ne correspondent pas vraiment à l'image que l'administration américaine entend donner de ses interventions militaires. Guerre de libération, dit-elle, pour propager la démocratie. Lorsqu'un journaliste interroge Donald Rumsfeld à ce sujet lors d'une conférence de presse, le secrétaire à la Défense préfère laisser l'adjoint au chef d'état-major défendre le général. Un homme qui, dit-il, a démontré qu'il savait comment bien commander et qui connaissait les valeurs de la vie humaine. Quelques heures plus tard, à la télévision, le secrétaire à la Défense se montrait beaucoup plus bavard pour évoquer un autre épisode qui avait terni l'image de l'Amérique, les tortures à la prison d'Abu Ghraib. Pendant cette crise, j'ai présenté ma démission au président à 2 reprises parce que je pensais que c'était à lui de décider de mon sort. Mais Donald Rumsfeld est toujours là. Et ce ne sont pas les propos, aussi choquants soient-ils, d'un général qui vont l'ébranler à l'heure où l'administration américaine n'en finit pas de célébrer le succès des élections en Irak. Et à l'instant même, un groupe armé revendique le rapt de la journaliste italienne et appelle l'Italie à retirer ses forces de ce pays sous 72 heures. Le nouveau secrétaire d'État américain Condoleezza Rice, pour son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination, est arrivée à Londres, puis a fait route vers Berlin avant une tournée au Proche-Orient. Elle a rencontré ce soir Gerhard Schröder, le chef de la diplomatie américaine, a souligné le comportement de l'Iran concernant ses obligations nucléaires, un comportement inquiétant. Après Dakar, Jacques Chirac est à Brazzaville. Il a été accueilli par le président Nguesso. Il participe au sommet des chefs d'État africains du bassin du Congo. C'est tout l'équilibre fragile de la forêt qui est menacé. Une forêt immense, la deuxième après l'Amazonie, 2 300 000 km², un poumon de la planète. Au nord de la République du Congo, nos envoyés spéciaux Éric Meunier et Francis Rank ont rencontré ceux qui se mobilisent pour sauvegarder ce système écologique menacé par la surexploitation. Pour parvenir jusqu'ici, il n'y a que la pirogue. De longues heures à remonter le fleuve Congo ou ses affluents. La forêt est là, dense, vierge. Dans certains coins, l'homme n'a plus pénétré depuis 900 ans. On croise ici en nombre buffles, gorilles, chimpanzés, léopards ou éléphants, des dizaines d'espèces en danger d'extinction. Les éléphants, qui en saison sèche, s'invitent dans les rares campements. Ce jardin n'y résistera pas, mais ici on s'en réjouit. C'est vraiment fantastique quand il vient comme ça. Mark Gatley appartient à WCS, une ONG américaine installée ici depuis 15 ans. Des écologistes auxquels le gouvernement congolais a confié la cogestion du parc national et de ses environs, des zones habitées mais protégées. Ça, c'est les armes de grande chasse. Reste le braconnage, les chasseurs d'ivoire, les collectionneurs de trophées. Des pièges, décollés par centaines, voilà le résultat d'un mois de saisie. Sur le terrain, c'est le travail des éco-gardes. Aux alentours du parc, chaque véhicule est désormais fouillé. Tout transport de gibier est interdit. Preuve de succès, les animaux sauvages n'ont plus peur de l'homme et se rapprochent des villages. Voilà, il y a une côte d'éléphant. Donc ça veut dire qu'ils ont passé ici récemment. Ils sont passés par ici, effectivement. Les champs de manioc de ces pygmées, jadis grands chasseurs d'éléphants et qui tentent aujourd'hui de se convertir à l'agriculture, sont menacés. La solution peut être cette haie de piment détestée des pachydermes. La technique a fait ses preuves ailleurs. Ça, c'est un système qui a très bien marché au Zimbabwe, par exemple. Donc on espère que ça peut aussi marcher ici. Et bien sûr, c'est important pour la conservation d'aussi prendre en compte les vœux de la population en dehors des animaux. Convaincre les populations locales, convaincre aussi les forestiers. Longtemps accusés d'être à l'origine de la disparition de la faune sauvage en réduisant les surfaces forestières, ces exploitants apportent au pays du bassin du Congo développement et emploi. Impossible de s'en passer. La Congolaise industrielle des bois, la CIB, est le premier employeur privé du pays. Et l'entreprise continue à investir, notamment dans ces scieries, qui transforment un bois, jadis, exporté en tronc. Dans ces concessions, on est mieux payé, mieux formé, mieux soigné qu'ailleurs au Congo. Depuis 6 ans, la CIB est partenaire des écologistes. Certes, on trouve toujours sur les étals un peu de crocodile, un peu de biche, mais la CIB
à financer des chambres froides et incite ses salariés à consommer du bœuf ou du poisson. Mieux, l'entreprise prend en charge une grande partie du programme de préservation, espérant ainsi obtenir le label FSC, garantie d'une exploitation éthique de ses concessions. Dans 30 ans, on doit repasser dans les mêmes zones qu'on exploite actuellement. Et dans 30 ans, il y aura encore du bois sur les concessions de la CIB. Si tout le monde fait la même chose que nous, c'est une garantie de gestion durable des forêts tropicales. Tous les forestiers du Congo n'ont pas, loin s'en faut, adopté la même approche. Mais le fait qu'écologistes et industriels, ennemis d'hier, commencent à nouer des alliances est sans doute la meilleure nouvelle pour cette forêt, patrimoine congolais, patrimoine de l'humanité. Des nouvelles qui se veulent rassurantes. À Rome, l'état de santé du pape continue de s'améliorer. Pour le Vatican, il n'y aura pas d'autres communiqués avant lundi, alors qu'à Rome, les messes se multiplient. Gérard Grisbeck et Claude Ganous. Elle est arrivée très tôt, comme chaque matin. Depuis l'annonce de l'hospitalisation du pape, des fidèles polonais se succèdent dans cette église du Saint-Esprit, près du Vatican. Jean-Paul II est leur pape, et tout ici le rappelle. Les multiples chapelets, la plaque indiquant que le Saint-Père est venu se recueillir ici il y a 10 ans. Ce pape, il est tout pour nous. Nous l'aimons tellement, nous l'aimons. Il est rare de voir autant de gens prier en dehors des heures de messe. Toute notre communauté se mobilise fortement, nous dit le prêtre, pour s'unir avec le Saint-Père et partager sa souffrance. Le pape a donc quitté le Vatican, mais pour très peu de temps. C'est en tout cas le message que l'on veut faire passer ici. Ce matin, le porte-parole s'est adressé aux journalistes dans la salle de presse du Saint-Siège et non plus dans le hall de l'hôpital. L'état de santé du Saint-Père s'est amélioré, nous dit-il. Jean-Paul II s'alimente régulièrement. Reste à savoir si tout cela est vrai. Depuis 2 jours, seul le porte-parole s'exprime, pas les médecins. Cela ne fait qu'alimenter les rumeurs. Même des cardinaux ont exprimé publiquement leurs réserves. Bien sûr, la santé du Saint-Père ne tient qu'à un fil. Le grand problème du pape maintenant est qu'une petite grippe absolument stupide peut dégénérer dans une bronchite et une pneumonite. Alors ça serait vraiment terrible pour le pape. Ce soir, la presse toujours présente devant l'hôpital se prépare à un long week-end. Il va falloir attendre dimanche pour en savoir un peu plus sur l'état de santé du pape. À l'occasion de l'Angélus, il devrait pouvoir prononcer quelques mots. En France, triste record, quasi invraisemblable pour le monde médical. Un automobiliste a été contrôlé avec 10 grammes dans le sang. 2 tests ont été pratiqués pour vérifier. L'homme a été condamné cet après-midi à 1 mois de prison ferme et 7 avec sursis. Didier Guyot, Thierry Monnier. La trace de sa roue avant droite. Donc là, il y avait l'avant du véhicule qui était légèrement de biais à 30 degrés à peu près dans le fossé. C'est dans ce bas-côté que José, 37 ans, terminera sa course. Une course faite de flou et de zigzags. Et fort heureusement, la voiture arrivant en sens inverse s'arrêtera à temps. Aux gendarmes, il dira avoir bu près d'1 litre de whisky. Ce serait beaucoup plus, selon les spécialistes. Le contrôle de l'alcoolémie lui est sans appel, 9,76 g par litre de sang. Il était couché à côté donc, de son véhicule. Il n'avait plus de conscience de où il était ni de ce qui se passait. Il était dans un état d'éthylisme avancé, proche du coma. C'est caché par des gendarmes qu'il comparaissait tout à l'heure. L'homme est timide, la voix fluette, il se dit dépressif, il s'excuse et avoue boire beaucoup en cachette sans que nul jamais ne s'en soit aperçu. L'ensemble de sa famille n'était même pas au courant de son problème d'alcool, c'est-à-dire qu'il se cachait pour boire et pour soulager un peu sa déprime parce que c'est quelqu'un au fond de très seul et de très déprimé. 9,76 g d'alcool dans le sang, ce taux semble surréaliste. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire a toutes les chances de tomber dans le coma à 3 grammes. Mais pour les alcooliques, le corps supporte, il résiste. Petit à petit, l'alcool devient un nutriment pour la personne et qu'elle est sous une emprise, pas seulement psychologique, comportementale, mais aussi biologique, et donc qui fait que petit à petit, la personne donc en vient à une sorte d'alcoolémie de base. José a été condamné à 1 mois de prison ferme et à 7 mois avec sursis. Son permis a été annulé pour 3 ans et il est surtout désormais dans l'obligation de se soigner. La société Kodak inciterait à la délation dans ses entreprises un peu partout dans le monde. C'est du moins ce que dénoncent les syndicats. En cause, un courrier annonçant la mise en place d'une ligne téléphonique préservant l'anonymat pour signaler des cas de harcèlement, d'abus d'alcool ou encore de discrimination. Ce système est hors la loi en France. Exemple à Chalon, Stéphane Bretner et Léonore Gay. Chez Kodak, la préoccupation du moment, c'est la suppression de 237 postes en 2 ans. Mais au milieu de cette agitation sociale, un courrier inquiète le personnel. Il émane de la direction américaine
qui a envoyé à tous les salariés cette note accompagnée d'une petite carte. Le courrier précise qu'il est possible de dénoncer les abus des collègues en appelant une ligne d'assistance de manière anonyme. Le numéro se trouve aux États-Unis. Nous l'avons appelé en inventant un vol de pellicule. Au bout du fil, l'interlocuteur note chaque détail et précise. Ok, ce qu'on peut faire, c'est faire un rapport et le donner sans nom, le donner au siège social qui pourra faire elle-même une investigation si elle veut. Vous avez tout à fait le droit de rester anonyme, nous ne savons pas qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de laisser votre nom et dans le rapport, ce n'est pas indiqué si vous êtes un homme ou une femme. Une méthode qui scandalise les syndicats. On est dans des périodes assez difficiles chez Kodak à l'heure actuelle. On peut tout imaginer. S'il y a un licenciement, qu'il faut faire des choix, peut-être qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter. Pratique illégale selon l'inspection du travail, la direction s'est inclinée. C'est à nous d'expliquer clairement à nos employés qu'ils sont salariés de Kodak Industries, ils répondent au règlement intérieur de Kodak Industries dans le cadre des lois françaises, et là, je n'ai aucun souci. Pour calmer les esprits, la direction a affirmé dans une note qu'aucune sanction ne serait prise suite à un appel sur cette ligne. Pour créer de nouveaux emplois, faut-il libéraliser un certain nombre de métiers protégés, des métiers qui ont un numerus clausus, comme les taxis ou les pharmaciens, ou des professions auxquelles on n'accède pas aussi facilement qu'on le voudrait. Un rapport remis au gouvernement propose d'assouplir le système. Yvan Martinet. 1937, la France instaure une licence pour ses taxis. Objectif, assurer une activité minimum à la profession. En limitant les autorisations, le métier est protégé. On parle d'un numerus clausus. Conséquence, depuis 40 ans, 15 000 taxis dans Paris, leur nombre n'a pas évolué. Pour créer des emplois, le ministère des Finances pourrait changer la donne en facilitant l'accès aux professions réglementées. On a vraiment un déficit d'emplois dans ces secteurs. Et une des seules raisons que l'on peut trouver à cela, c'est ces protections. Dans le secteur du commerce, dans le secteur des hôtels, dans le secteur des cafés, qui ne profitent nullement aux consommateurs. Jacques Boileau est artisan taxi à Paris depuis 2 ans. Pour lui, pas question d'augmenter le nombre de licences. C'est comme si vous aviez 100 dentistes dans la même rue, quoi. Les mecs, ils s'en sortiraient pas, quoi. Mais pour d'autres, la fin du numerus clausus serait un soulagement. Ce serait une bulle d'oxygène parce que franchement, aujourd'hui, c'est saturé. C'est des grandes sociétés qui détiennent tout et franchement, pour ceux qui veulent commencer, c'est très dur. Taxi, architecte, notaire, comptable ou coiffeur, bon nombre des professions de service seraient concernées. Mais en augmentant l'offre, la demande suivrait-elle ? S'il y a 10% de chômage en France, c'est un problème de demande plutôt qu'un problème d'offre. Et donc il vaut mieux essayer de régler ce problème de demande, donc donner du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils puissent consommer de ces services. Hervé Guémard, le ministre de l'économie, pourrait annoncer mardi un projet d'allègement des conditions d'accès à ces professions. Le manque de logement pour les étudiants, un sujet récurrent avec cette initiative à Lyon. Des étudiants sont locataires de petits appartements dans des résidences pour personnes âgées. Chacun peut y trouver son compte. Stéphanie Labrousse, Thierry Monnier. Quand elle n'est pas à la faculté de médecine, Amaria vit dans cette résidence pour personnes âgées dans le 3e arrondissement de Lyon. Un mois que cette étudiante algérienne habite un studio avec terrasse, s'il vous plaît, 191 € mensuels et un bail d'1 an signé avec le Crous. Pour moi, peut-être que c'est de la chance, hein. C'est ça. Parce qu'il y en a plein d'étudiants qui m'ont dit ah, t'as de la chance, donc on a passé des mois à chercher des studios, donc on n'a pas trouvé, surtout au centre de la ville. 60 étudiants devraient s'installer dans ces résidences du 3e âge. Des jeunes, français ou étrangers, choisis par des commissions. Tous doivent être issus de filières médico-sociales ou médicales. De carreaux. Je coupe. Ah, c'est bien et en plus le loyer n'est pas cher. C'est surtout ça pour un étudiant. On est logé, on est tranquille, on ne paye pas cher. Que demander de plus? Les gardes de nuit, bien que proposées, ne sont pas obligatoires. Seule contrepartie, ne pas perturber la tranquillité de ses voisins, des aînés qui semblent ravis. Tant mieux, on a des jeunes. Parce que moi j'aime les jeunes, j'ai dit, et j'ai sorti ça, comme je parle comme je pense, et bien au moins on ne sera pas avec des vieux. Et pourtant moi j'en fais partie. Et de fil en aiguille, les liens se tissent. Désormais, Amaria passe chaque jour chez sa nouvelle amie du 2e étage. Elle vient me voir tous les soirs, à peu près tous les soirs. Hein.
Mais comme je me couche de bonne heure, je lui dis va te coucher, va-t'en, je lui dis. Si cette expérience intergénération est concluante, elle sera renouvelée. Chacun semble pour l'instant y trouver son compte. L'actualité sportive, c'est d'abord du rugby avec l'entrée dans le tournoi des 6 nations de l'équipe de France demain face à l'Écosse. Un rendez-vous qui devrait panser les blessures des tricolores après leur cuisante défaite contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. Julien Beaumont, Jean-Yves Blanc. Parlez-vous. Semaine d'entraînement musclé pour le 15 de France. Réunis à Marcoussis, les hommes de Bernard Laporte préparent le tournoi des 6 nations et surtout tentent d'oublier leur dernier match. C'était en novembre contre les All Blacks. La France s'incline 45-6, une leçon de rugby. On m'a dit que les All Blacks avaient été très forts, non? Je crois que les All Blacks, ils étaient en très grande forme, ça c'est évident, mais ils n'ont pas inventé le rugby, ils n'ont pas révolutionné le rugby. Mais par contre, ils ont mis la première des choses qu'il faut à ce jeu, c'est être en condition physique. Du coup, les séances de musculation ont été renforcées, des tests physiques mis en place, et autant s'habituer tout de suite à ce nouveau rythme, car ça va être comme ça pendant toute la saison. Autre temps fort, apprendre de ses erreurs. Le match contre les All Blacks a été décortiqué, les fautes analysées, le tout pendant de longues séances vidéo. Il faut le presser autant que quand on est à 10 mètres de ligne où on a peur de prendre un essai, quoi. Dernière modification, renouveler l'effectif. La moitié de l'équipe a été changée. Des joueurs expérimentés comme Sébastien Chabal, plus motivés que jamais. On n'a jamais eu réellement beaucoup notre chance, donc voilà, il va falloir qu'on prouve, on a beaucoup à prouver. Autre joueur très attendu, Pierre Mignoni. Son rôle, organiser le jeu et devenir le leader de cette équipe, comme l'était Fabien Galtier. Il faut vite se mettre à la passe, se réintégrer, les lancements de jeu, voilà, se fondre en collectif et vite prendre les choses en main pour être prêt samedi, quoi. Une équipe qui doit faire ses preuves à l'image de Yann Delegue, le nouveau buteur. 10 ans qu'il n'avait pas été en bleu. Mais Bernard Laporte prend des risques mesurés. La dernière défaite de la France face à l'Écosse remonte à 1999. Une belle victoire pour l'équipe de France de handball qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales du mondial. Les Français seront opposés à la Croatie. Un match à suivre demain en direct sur France 2 à 17h30, juste après la rencontre France-Écosse en rugby. Le Vendée Globe avec l'arrivée à la 3e place de Mike Golding. Coûte que coûte, le navigateur anglais a tenu à ramener son bateau à bon port. Il n'avait plus de quilles depuis jeudi. Emmanuel Tissier, Bruno Vigné. Mike Golding entre dans le port et dans la légende du Vendée Globe. Le skipper anglais gagne les 60 000 € promis au 3e, mais il a bien failli tout perdre en quelques heures. Son arrivée à 4h17 cette nuit est une surprise, car son monocoque a connu une très grave avarie à quelques kilomètres de la ligne. J'ai simplement la chance de terminer, la chance d'être 3e et de toujours avoir mon bateau. C'est comme si le ciel était tombé sur la tête de Mike Golding. À 50 000 de l'arrivée hier, le bateau devient incontrôlable et peut chavirer à tout moment. Golding a perdu sa quille, il songe à abandonner. Mais l'ancien pompier sait gérer les situations d'urgence. Golding termine presque sans voile, mais avec des nerfs d'acier. Ce n'était pas le moment de réfléchir, d'avoir de la colère ou des états d'âme. C'était un choc terrible devant la gravité du problème. Si loin dans la course, à 50 000 des Sables d'Olonne, ça paraissait incroyable et irréel. Golding aura lui aussi sa nuit de fête et de retrouvailles. Vincent Rioux et Jean Le Cam n'ont pas hésité à écourter leur première nuit à terre. Épuisés mais heureux, les 3 héros de ce Vendée Globe sont enfin réunis. Il y a 30 ans, la mort Kalsoum plongeait ses millions d'admirateurs dans le désespoir. Après ses obsèques nationales au Caire, elle reste la plus grande voix du monde arabe. Le culte est toujours vivant. Abdel Mostefa. Ce 5 février 75 au Caire, le cercueil de la diva flotte au-dessus des têtes. Un océan de larmes a remplacé les tonnerres d'applaudissements. Ce 5 février 75, on voudrait approcher la légende. Kalsoum, née dans un village pauvre du delta du Nil, aujourd'hui adulée par l'homme de la rue, comme par les princes arabes. Ce 5 février 75,
On accourt de partout comme à chaque fois, comme ces 2 soirs de 67 où l'Olympia allait être pris d'assaut par des admirateurs venus de toute l'Europe. L'un d'entre eux tentera même avec une valise pleine de billets de banque d'obtenir une place pour ses concerts, archi complets. Ans après sa disparition, celle que l'on surnommait la 4e pyramide demeure un monument. Un monument vivant auquel de jeunes chanteuses osent se confronter comme lors de ce concert à l'Institut du monde arabe. Kalsoum, monument que l'on ne cesse de visiter. C'est l'astre qui s'éteindra jamais, plutôt. C'est la grande dame de la musique orientale qu'on aime toujours. C'est la voix la plus adulée dans le monde arabe. Ça ne peut pas s'éteindre comme ça, c'est impossible. Dans sa riche carrière, Kalsoum a chanté Dieu, l'Égypte du président Nasser. Mais si on se refuse à fermer le rideau aujourd'hui encore, c'est certainement à cause de ses chansons d'amour, éternel loukoum pour les cœurs. Et puis la tradition à Vienne avec le bal de l'opéra, 180 débutants, valsés toute la nuit. Un spectacle dans un décor majestueux, un événement mondain avec pour la première fois un couple chinois parmi les danseurs, plus de 50 000 fleurs et des violons toute la nuit. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55 Maigret, minuit 15 le journal de la nuit, présenté par Laurence Piquet. Demain midi, Face à l'image, présenté par Paul Naon et Bernard Benjamin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.